Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Ce soir, on va parler de Rust. Bon, avant de commencer, la question habituelle, c'est qui c'est, alors, on va voir un peu les niveaux, qui c'est qui est à fond dans Rust et qui a abandonné tout le reste parce que c'est le meilleur langage? Ok, bah voilà, on est trois. Forcément. Ou quatre. Ensuite, qui c'est qui a commencé à se mettre à Rust, dont on dit Rust Curious, voilà, une bonne partie du public. Et puis la moitié, vous êtes ici, donc ça va arriver demain, hein. C'est sûr. Cette talk, comme l'a dit Arnaud, c'est un peu long parce que je ne savais pas quoi couper. Et il faut parler de choses qui sont importantes, qui sont différentes en Rust. Et comme tout le monde, ou comme moi en tout cas, j'imagine que vous regardez les vidéos sur YouTube en x2 ou en x1.75, donc je vais parler très vite. Et on va accélérer un petit peu le rythme pour pas qu'on s'ennuie pendant cette heure et demie. Alors d'abord, j'aimerais parler de cette citation qui me plaît beaucoup d'Henri Petroski, qui dit que la plus grande réussite de l'industrie logicielle, c'est d'avoir annulé les bienfaits de l'industrie hardware sur les 20 ou 30 dernières années. On a plus de CPU, on a des ordinateurs qui vont beaucoup plus vite. On a beaucoup plus de RAM, on a 16 Go, 32 Go de RAM maintenant sur les machines, et malgré tout, elle est toujours pleine, la RAM. On a toujours on a du multicœur et on n'a pas des logiciels qui sont multicœur. Et ça, c'est illustré pas mal par cette étude de 2017 qui va comparer la consommation énergétique, la rapidité d'exécution et l'empreinte mémoire de différents programmes. Ces programmes ils sont écrits dans différents langages par la communauté de ces langages. Ces programmes, je ne sais pas si vous connaissez le benchmark game, c'est le benchmark interlangage et on doit écrire sans tricher, c'est-à-dire que quand on fait du Java, on ne peut pas faire du GNI, quoi. On doit vraiment utiliser Java et standard Java ou du Java idiomatique. Et donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que C et Rust, en termes d'énergie, donc consommation énergétique et de temps, ils vont être très très proches dans un mouchoir de poche. Ça, c'est des résultats qui sont des résultats normalisés. C'est sur une vingtaine de programmes différents. Donc des fois, c'est plus rapide, d'autres fois, Rust est plus rapide. Et puis, on va voir qu'effectivement, notre mémoire Pascal, on ne sait pas d'où il sort, mais il n'est pas mauvais. Bon, c'est 2017, les choses sont améliorées, donc on peut imaginer que la plupart des langages sont améliorés. Les rapports entre ces langages, c'est pas clair comment ils ont évolué. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que Java, en coût énergétique, il est pas mal au final. Il est à 2 fois C et Rust. Si vous faites du PHP, vous êtes à 30 fois ça. Si vous faites du Python, vous êtes à 70 fois ça. Donc, si jamais vous avez une fibre écologique, faut arrêter le Python tout de suite. Alors, c'est pas seulement l'écologie, hein, c'est aussi le pur capitalisme. Si vous tournez dans un data center et que vous voulez payer moins d'électricité, c'est aussi la praticité quotidienne de ne pas avoir rechargé votre portable toutes les 5 minutes parce que vous avez consommé 3 fois plus que nécessaire. Et on voit que sur le temps d'exécution, c'est assez corrélé à l'énergie. Et après, il y a aussi la mémoire, hein, la gabégie et le gâchis de mémoire qu'on a. Bon, Java, c'est 6 fois Pascal, c'est 4 fois Rust. Alors bon, c'est amélioré si on fait du GraalVM, Substrate VM, tous ces trucs-là avec de l'AOT, ça va améliorer un peu la situation, mais ça ne va jamais pouvoir aller au niveau de Rust. Parce que Rust est intrinsèquement, il permet des optimisations que Java ne pourra jamais permettre. Donc voilà, ça c'est juste une petite intro. Ce dont on va parler ce soir, il fallait faire des choix, c'est de la donnée, comment on représente la donnée en Rust et en général dans le langage de programmation, comment on la compose, comment on abstrait du comportement. Et le truc très important en Rust au niveau de la donnée, c'est ce qu'on appelle l'ownership et le borrowing. C'est quelque chose qui est novateur, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres langages de programmation. On ne peut pas se jeter dans Rust en ayant fait 15 ans de Python, 15 ans de Java, c'est bon, je connais Rust, parce que ça ressemble. Je m'y mets, ça va être la catastrophe. C'est foncièrement différent, c'est pas compliqué, mais c'est différent. On va parler un peu de multithreading et concurrence, parce que c'est quelque chose qui était apporté par Java, c'était facile, on pouvait faire des threads dans la bibliothèque standard en Java. Quand on venait avant de C++, quand Java est arrivé, c'était un peu la révolution de pouvoir faire du multithread de façon multiplateforme. Et en Rust, on passe à l'étape suivante où on a des garanties de thread safety très fortes, plus fortes que dans la plupart des langages, sans s'isoler complètement des bienfaits du multithread ou des choses compliquées en multithread, c'est-à-dire l'état mutable, comme peuvent le faire les acteurs ou des langages comme Python, comme Clojure.
Et puis on va parler un petit peu à la fin de l'écosystème, la communauté et le futur de Rust. Alors voilà, une petite slide sur moi. J'ai passé 10 ans à travailler sur les JVM, je connais très bien la JVM. J'ai fait beaucoup de Java, j'ai fait une présentation Scala ici il y a 9 ans. À l'époque, c'était au Jug voilà, à rue Bayard. J'ai fait un peu de Kotlin, bon, je sais comment ça marche. Et ce que j'ai fait sur la JVM particulièrement, c'est pas mal de performance. En JVM, il y a deux communautés qui font du travail de performance, ceux qui font de la finance et du high frequency trading, et puis ceux qui font de la base de données et du big data. J'étais plutôt dans la deuxième partie. J'ai fait du middleware architecture. Avant ça, j'ai eu mes années folles où je faisais du C++. J'ai eu une grosse période de programmation fonctionnelle et j'en suis pas sorti avec du Camel, et qu'on va retrouver en Rust, ces aspects fonctionnels. J'ai un peu un background théorique, je le dis parce que Rust, c'est un petit peu un langage qui prend du monde académique et du monde du hack ou de l'industrie et qui fait un mash-up avec tout ça. Donc c'est important que les bases de Rust, elles soient formelles, elles soient bien fondées et qu'elles soient basées sur des maths et pas juste sur un bon feeling d'un ingé. Et ça fait plus d'1 an que je suis à fond sur Rust, j'ai abandonné tout le reste, Java et compagnie. Pour cette talk, j'ai dû installer Java et OpenJDK sur ma machine, je ne l'avais plus. Et puis, je suis payé à faire du Rust, ce qui est plutôt cool, on est 2, je crois, à Toulouse. Et je co-organise le Meetup Toulouse Rust, qui est en centre-ville, et bah, on espère vous y voir. Quand j'ai commencé Rust, j'étais super enthousiaste et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais si enthousiaste, et j'ai essayé de formaliser un petit peu le cadre de ce qui me semblait être un programme ou des bons concepts. Qu'est-ce qui compte en fait quand on fait de l'informatique? Le plus important, a priori, c'est la correction du programme. C'est est-ce que le programme il fait ce qu'on veut qu'il fasse? Donc c'est répondre aux specs. Mais bon, c'est tout ça, c'est compliqué. Est-ce que les specs elles-mêmes, elles sont correctes? Bon, en tout cas, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils répondent à des specs. On ne sait pas comment les définir, mais on aimerait qu'ils y répondent. Que le programme soit robuste, on ne veut pas qu'il plante. Et que le programme ait cette sûreté à l'exécution, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de failles de sécurité. À moins que les failles de sécurité fassent partie de votre spec, mais j'imagine que ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a la maintenabilité. Je pense que c'est très important que le programme, on puisse le faire évoluer, qu'on puisse travailler dessus à plusieurs. Et ça va impacter la productivité quand on va développer ce programme. Bon, il y a la documentation, et puis il y a la performance, en général. Donc ça, c'est la vitesse d'exécution, l'empreinte mémoire, la consommation énergétique, mais ça va être encore des trade-offs. Dans notre métier, tout ce qu'on fait, c'est des trade-offs. On peut utiliser une structure de données qui va être plus performante, mais utiliser plus de mémoire, par exemple une hash table, où on va vouloir faire le choix de moins de mémoire et un petit peu moins de performance, un arbre binaire. C'est des choix qui vont être faits. Il n'y en a pas un qui est foncièrement meilleur que l'autre. Il faut juste que ces choix soient faits en connaissance de cause par rapport au use case du programme. Ça, c'est le monde idéal. C'est le best effort qu'on peut faire en tant qu'informaticien, c'est essayer de répondre à ces critères. Ça, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est trop compliqué. On écrit des programmes qui, quand on fait un programme moderne, en fait, c'est des millions de lignes de code qu'on exécute. Ce n'est pas juste le code qu'on a écrit, on dépend de framework, on dépend de libre, on dépend d'un OS. Ce n'est pas possible d'y arriver tout seul. Donc, on a besoin d'un écosystème et une communauté forte. C'était ça qui était très fort en Java, par exemple, par rapport à C ou à C++. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Rust. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas lancé à fond dans Haskell, qui est un très bon langage, mais qui n'a pas cette force ou cet écosystème. Il y a un écosystème en Haskell, mais il n'a pas autant le vent en poupe que peut l'avoir la communauté et l'écosystème de Rust. Donc c'est un pari de choisir un langage aussi. Donc tout ça, c'est une question de trade-off, je l'ai dit. C, C++, ils font un choix. Ils disent, moi, je veux de la vitesse et du contrôle. Et quand je dis contrôle, c'est le layout mémoire, appeler l'appel système, mais sans aucun filet de sécurité. C'est à notre propre risque, mais en fait, c'est aussi au risque de nos utilisateurs. 70% des failles de sécurité, c'est des failles de sécurité dites de memory safety, c'est-à-dire un buffer overrun, un use after free, double free, tous ces failles qui causent des hard bleeds ou des problèmes de sécurité importants. Et c'est des failles qui n'existent en fait que dans des langages qui n'ont pas cette propriété qu'on dit memory safety. La memory safety, on l'a dans les langages qui sont managed. Jusqu'à présent, tous ces langages managed,
ils utilisaient un garbage collector pour atteindre cette memory safety. Évidemment, aussi des différents checks sur les bounds. Quand on accède à un tableau, on ne peut pas aller plus loin que la fin du tableau, etc. Et ce que ça apporte, ce n'est pas juste cette safety, ça augmente la réutilisation dans l'écosystème. Parce que quand je vais voir une bibliothèque qui est écrite dans un langage qui foncièrement est memory safe, je vais pouvoir l'utiliser sans me soucier de savoir que ça va amener des failles de sécurité ou toute une classe de failles de sécurité dans mon programme. C'est donc une propriété qui a permis à tous ces langages, ceux d'industrie qui sont de ce type, c'est Java, C#, etc., d'avoir cet écosystème, d'avoir ces frameworks, d'avoir la possibilité de faire tourner ces millions de lignes de code facilement, sans avoir à tout réécrire à la main. En C, en C++, on passe souvent du temps à réécrire des utilitaires, notre propre liste, notre propre hmap, parce que c'est pas aussi fort comme langage pour faire de la réutilisation. Les langages fonctionnels typés, genre OCaml, Haskell, ils ont ces propriétés, ils ont aussi des GC, ils ont la memory safety, mais ils vont encore plus loin. Ils n'ont pas de nul. Donc nul, c'est un gros problème, même si le nul il est attrapé par la JVM ou par le runtime. C'est des cas d'erreur à gérer, tout ce qui est exception runtime. Tout ça, on va pouvoir le gérer à travers des types. Au lieu de faire de l'héritage, on va avoir des types somme, des types algébriques qui vont pouvoir nous dire ce type, c'est soit ça, soit A, soit B. Et ça va permettre de modéliser les problèmes métiers plus correctement. Donc, on va encore éviter une classe de bugs. Et on va avoir des programmes qui sont plus proches de l'aspect. On va pouvoir modéliser l'aspect, à mon goût, en tout cas, de façon plus appropriée. C'est aussi ce que vont permettre les type classes, enfin tous les mécanismes d'abstraction. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces langages, mais c'est des langages qui vont avoir toutes ces bonnes propriétés qu'ont les langages style Java, C#, Go, mais qui vont rajouter des propriétés de correction. Et on dit souvent, quand on a un programme en Haskell ou en Camel, une fois qu'il compile, il ne plante pas. Et c'est vrai. Il y a d'autres bugs qui arrivent, mais c'est des bugs plus métiers. Et pour la première fois, ça c'était les deux seules options qu'on avait jusqu'à présent. Pour les 50 dernières années, c'était les options. Soit on choisissait la vitesse sans sûreté, soit on choisissait la sûreté, et ça avait un coût, une pénalité à l'exécution. Ces langages étaient foncièrement plus lents ou avec plus d'empreintes mémoire que les premiers. Et ils avaient aussi moins de contrôle, moins de précision dans ce qu'on pouvait exprimer. Et la nouvelle option qu'apporte Rust, c'est avoir les deux. Comment avoir les deux? C'est un système novateur qui apporte ça. Mais le slogan de Rust, c'était effectivement ça, Fast, Reliable, Productive, Pick 3. C'est un jeu de mots parce que d'habitude, on doit en choisir que deux. Donc cette fois, on a l'execution safety sans GC. Pareil, on va avoir cet écosystème très très vivant parce qu'on va pouvoir utiliser du code et ne pas se soucier qu'il va apporter des failles de sécurité ou planter notre programme. Ça va aller même plus loin parce qu'on va pouvoir exprimer plus d'invariants dans les bibliothèques. Donc quand on va l'utiliser, on ne va pas pouvoir mal les utiliser. Tout ce qui est primitive, donc c'est-à-dire les constructions de langage, elles sont inspirées plutôt du côté fonctionnel typé. Donc ça va être un langage à très haut niveau, en même temps qu'il est très bas niveau. Et ça va avoir ces propriétés de correction, de spec positifs qu'on retrouve en Haskell ou en OCaml. Et puis ces abstractions qu'on va avoir, elles sont dites zero cost. C'est un peu comme les zero overhead abstraction de C++. Ça veut dire qu'une fois qu'on les aura compilées, elles n'auront pas un coût supérieur à si on les avait écrits à la main. Donc des fois, il y a toujours un coût à faire quelque chose. Faire un null check, c'est un petit coût, un coût minimal. Mais si on le fait en Rust, il n'y a pas de nul, on utilise le type optionnel, par exemple. Ça va être comme si on l'avait écrit. OK. Bon, alors, si vous avez appris l'informatique comme moi, vous devez vous dire, c'est pas possible. C'est du rêve, c'est pas possible. Et effectivement, tout ça, ça vient d'un système vraiment novateur. C'est l'ownership et le borrowing. Ça va être la plupart de ma talk qui va être sur ce petit point A. Voilà, donc vous ne vous inquiétez pas. Après, le reste, ça va aller beaucoup plus vite. Mais on va en parler, faut l'expliquer. Donc, je vais parler de l'exemple, partir de l'exemple le plus simple qui existe en programmation, c'est quand on travaille avec des primitifs, par exemple en Java. Au début, en haut, on a le Java, en bas, on a le Rust. Je ne sais pas si tout le monde peut voir le code. Donc en Java, on va
avoir un entier, bar, on le multiplie par 2, c'est foo, et on renvoie foo. Si je regarde Rust, ça va être exactement la même chose. Bon, quand on utilise des types primitifs en Java, eh ben, on n'a pas à se soucier de la mutation. On n'a pas à se soucier que quelque part, 21, cette valeur va changer. Elle ne peut pas changer, elle est foncièrement immutable. Et puis, on ne va pas non plus avoir soucié de comment cette donnée va être retournée. Elle va être retournée à la stack supérieure, à la fonction appelante, et en pratique, elle va être copiée. On n'a pas vraiment à se soucier de la mémoire. On ne dit pas, tiens, il va falloir nettoyer la mémoire. Pourtant, il n'y a pas de GC. C'est de la gestion de mémoire automatique. Alors, c'est très limité, parce que c'est des types de données très limités, mais c'est automatique. Et bien, cette ergonomie, c'est l'ergonomie qu'on va retrouver un petit peu avec l'ownership. Elle est un petit peu différente. Mais avant de passer à l'ownership, on va voir comment ça se passe. Voilà, on va juste voir un peu ce qu'on a ici. On a des valeurs partout. Et elles sont sur la stack. Alors, vous savez, hein, il y a la stack, la pile, et puis la heap, le tas. Le tas, il est fait pour l'allocation dynamique. Et la stack, c'est compilé avec le programme. Sa taille est connue à l'avance. Elle est très rapide parce qu'elle est souvent en cache. Quand je parle de cache, c'est le cache du processeur. Donc, c'est très rapide à l'exécution. Plusieurs ordres de magnitude plus rapide que les allocations. Donc, on a cette mémoire gérée automatiquement. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est quand même géré automatiquement. Mais bon, c'est pas bien si on a des valeurs complexes. Par exemple, si j'avais un type structuré complexe avec plusieurs niveaux, comment vraiment gérer la mutation là-dedans? Est-ce que je vais vouloir le copier? Enfin, tout ça, ça devient compliqué. Puis, il y a des questions d'identité. Est-ce que c'est la seule instance, la seule version de cette variable? La barre, en fait, il a été implicitement copié. Donc, c'est pas très pratique pour gérer ça. La solution de Java, c'est du partage implicite. Ça, c'est la solution de tous les langages qui ont des runtime managés. C'est de dire, bon, bah, je crée cette nouvelle bibliothèque, je fais new library, voilà, c'est le numéro 1. Après, je fais un new book, voilà. Donc, library ici, bah, c'est une référence vers l'objet library qui est dans la heap. B, c'est une référence vers cet objet book qui est dans la heap. Je fais library.add B. Et puis, je retourne library. OK. Et la question, c'est quoi B après avoir fait library.add? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je veux le changer? Je change son nom. Est-ce que j'ai le droit? Alors, est-ce que dans la bibliothèque, j'ai un bouquin qui s'appelle Hyperion ou Endymion maintenant? Ben ça dépend de l'implémentation de la fonction add. Si la fonction add, elle a fait une copie défensive, c'est-à-dire qu'elle a copié le bouquin, à ce moment-là, elle l'a cloné, bah, ça sera toujours Hyperion, et ce que j'ai fait, bah, ça a juste changé mon instance de B, mais j'ai rien touché. Ça se trouve, bah, elle ne l'a pas fait. Dans ce cas-là, j'ai changé le contenu de la bibliothèque. Ça se trouve, j'ai cassé quelque chose, parce que bah, library, il est appelé de façon multithread, il y a un autre thread qui est arrivé, et le langage ne me l'a pas empêché. Le programmeur aurait pu faire attention et dire attention, library n'est pas thread safe, tu dois toujours appeler un mutex quand tu veux le changer. Mais le langage ne l'a pas empêché. Donc il y a une sorte d'ambiguïté, on est habitué avec, on vit avec en Java et dans tous ces langages managés. Mais c'est une ambiguïté qui n'est pas une fatalité. À quoi ça ressemble en mémoire? C'est un petit peu riche en mémoire. On a nos deux objets, on va dire, en mémoire. Et puis, ces deux objets, on pourrait dire que c'est les références, ça ne change rien. Ils ont eux-mêmes des dépendances. Tous les objets en Java, ils ont un moniteur. Ils ont une référence vers leur classe, qui a une référence vers son class loader. Et puis, ça, c'est après qu'on ait fait add. Là, je n'ai pas fait de copie défensive. Donc, library, il a aussi une référence vers B. Et puis, il y a le GC, qui, lui, doit connaître toutes les références de tout ce qu'il a alloué pour pouvoir plus tard les nettoyer. Donc, c'est des GC à traçage qu'on a maintenant dans les GC modernes. Donc, quel que soit le GC, malgré tout, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où on va faire faire remove book, déjà, d'ici là, on n'aura plus vraiment de référence sur B dans notre thread stack. Il n'y avait que library qui en avait une, on la supprime. Et le GC, il va aller voir tous les objets qui sont toujours accessibles en parcourant les pointeurs depuis les threads.
il va voir que ces objets, effectivement, ne sont plus accessibles, mais qu'il les connaissait, il va les considérer désalloués. S'il avait un finalizer, il va l'exécuter. Sinon, rien du tout. Il n'y a pas de déallocation qui se fait vraiment. Il ne retourne pas cette mémoire à l'operating system. Il considère juste que cette mémoire, maintenant, elle est disponible. C'est pour ça qu'en Java, d'ailleurs, c'est déconseillé d'avoir des finalizers. Comme ça fait que la déallocation est une opération qui ne fait rien. C'est une no-opération. Bon, OK. Ça arrive de façon asynchrone. On ne peut pas espérer, on ne peut pas compter sur le fait que quand on va dropper B la dernière fois, là, cette variable, sa dernière référence, elle va être désallouée immédiatement, ou considérée désallouée immédiatement. Donc, dans ce monde, on a des références partout. Toutes les données structurées, c'est des objets, et on peut y accéder que par des références. Toute la donnée, par défaut, elle est allouée dans le tas. Il y a des exceptions, on ne va pas en parler. Les données, elles peuvent être partagées sans restriction. On peut toujours donner une référence, la copier et partager ces références comme on veut. Mais en fait, c'est même pas que c'est sans restriction. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas dire, tiens, je te donne la référence, il n'y a que toi qui l'as maintenant. Ce n'est pas possible en Java. Et ça crée un couplage très fort entre tous ceux qui ont des références à tout moment. C'est quelque chose qui est très naturel quand on fait du Java depuis des années. Le monde est comme ça. Mais quand on part un peu de ça, ça nous semble très bizarre, en fait, qu'on puisse donner des références à tout va et qu'on ne puisse pas empêcher quelqu'un de pouvoir juste accéder ou modifier une donnée. Donc, il y a des patterns pour un petit peu s'en sortir, parce que le problème, c'est quand on donne des références et que quelqu'un mute cette référence, si, de l'autre côté, on a un écriteur, ça pose problème, donc on est obligé d'avoir des mutex, mais ces mutex ne sont même pas garantis par le système. Donc, ce que font les gens, ils utilisent des patterns immutables et builder. Le plus connu, c'est un peu un accident de l'histoire, mais c'est un bibliothèque standard de Java. C'est la version variante immutable, c'est string, et le builder, c'est string builder. Il y a même la version thread safe du builder, string buffer. Et le problème, c'est que ces références, on peut être partagées sans restriction, non seulement dans un même thread, ça, à la rigueur, ça serait chiant, mais ça marcherait, mais même à travers les threads. Donc, si jamais faire des modifications concurrentes, ça n'est pas protégé par un mutex, on a juste du comportement qui n'est plus défini. On ne sait pas ce qui va se passer et on va avoir forcément des bugs ou alors on va avoir beaucoup de chance. Donc, quand même, l'avantage de ce modèle, on ne peut pas non plus le critiquer parce que c'est le modèle qui nous a fait vivre pendant 40 ans, c'est qu'on a cette memory safety. C'est mieux que le choix de C ou de C++, je dirais. Quitte à choisir les deux, autant choisir la sûreté, surtout avec toutes les failles de sécurité qui arrivent de plus en plus. Et comme il y a peu de construction, au final tout est objet, en fait on passe vite en compétence. Quelqu'un qui commence Java, en quelques mois il y arrive parce qu'il y a peu de construction, même si c'est un nouveau développeur. Le problème c'est qu'on a un ticket d'entrée très, très faible, on paye très peu au début, et plus tard on va payer beaucoup. Parce qu'on va avoir des bugs compliqués. Ceux qui ont des problèmes de multithreading, ils doivent le connaître. S'il y a des problèmes de concurrence, de performance, il va falloir tuner le GC. Le problème, c'est qu'on a différentes parties de l'application en Java, quand on va vouloir un peu de performance, qui vont avoir des profils de performance complètement différents. Mais on ne va pas pouvoir tuner le GC pour une partie ou pour une autre partie, mettre un autre GC. C'est un seul GC, donc on va faire un choix global. Donc, ça semble... Voilà, c'est une bonne solution pour certains points, mais ça a beaucoup d'inconvénients. On aimerait quand même mieux, et c'est évidemment ça qui va être proposé par l'ownership. Donc l'idée de l'ownership, elle est très simple. C'est vraiment ce que dit le nom. J'ai mon bouquin Hyperion, il est soit dans ma main, soit il est dans la bibliothèque. Il n'est pas dans les deux endroits à la fois. Quand il est dans ma main, je peux y accéder. Quand il est dans la bibliothèque, je ne peux plus y accéder. À quoi ça va ressembler dans le code? Ça va ressembler pas mal au Java. Je ne sais pas pourquoi j'ai problème d'indentation, je ne les avais pas sur mon PC, mais bon. Donc, je fais cette nouvelle bibliothèque ici. Ce new, ce n'est pas une fonction particulière en Rust, c'est juste une convention de l'appeler new. C'est l'équivalent d'une méthode statique sur la structure library. Et ça va me renvoyer une bibliothèque, donc ça va me donner l'ownership de cette bibliothèque. Et c'est cette variable qui s'appelle library avec une minuscule qui va être l'honneur de la bibliothèque. Donc, je mets un mot-clé mute explicitement parce que je vais vouloir changer son contenu.
C'est un petit peu comme en C++ avec les consts qui permettent d'empêcher de changer quelque chose, sauf que là, c'est l'inverse. Le défaut, c'est l'immutable, et on l'override avec le mutable. Ensuite, je vais créer un nouveau bouquin, ça va être pareil, je vais lui passer cette chaîne de caractères statique qui s'appelle Hyperion, et B va avoir l'ownership. Ok, très bien. Ensuite, je vais faire library.insertB. Ça veut dire que je vais donner ce bouquin qui est pas une référence, c'est vraiment le bouquin lui-même. Je vais le donner à la bibliothèque. Ça s'appelle un move. Je vais donner l'ownership que j'avais à l'objet library, enfin en l'occurrence à la fonction insert, et cette fonction, elle va choisir ce qu'elle en fait. A priori, elle va mettre dans la library. Donc, j'ai la même question que tout à l'heure. À ce moment-là, c'est quoi B? Et est-ce que j'ai le droit d'y toucher? La question, j'essaye juste maintenant de prendre le nom à tout hasard. Si je fais ça, et si j'avais fait quoi que ce soit d'autre, voilà ce que me dit Rust à la compilation. On commence par le bas. Il me dit b.name, la valeur est utilisée ici après un move. On remonte un petit peu en haut. Il me dit la valeur, elle a été déplacée à cet endroit-là, à la ligne 34, quand j'ai fait insert B. Et à la ligne 33, il me dit c'est un move parce que B a le type book qui n'implémente pas ce trait copy. Je ne veux pas trop parler de copy, mais copy, c'est une façon en Rust de remonter dans ce monde, de retourner dans ce monde de l'implicite, de la copie implicite, celui qu'on a vu au début avec les entiers. Parce qu'on n'a pas envie de s'ennuyer quand on a des entiers ou des petites données qui ne sont pas chères à copier. On veut faire de la copie implicite. En l'occurrence, sur book, j'aurais jamais eu le droit même d'implémenter ce trait, parce qu'il faut que toutes ces composantes implémentent copy, et pour de très bonnes raisons, le string n'implémente pas copy. Donc voilà, ce bug, toute cette classe de bug, elle a disparu, mais c'est même plus que ça. C'est toute une classe, c'est tout un ensemble d'invariants qui ont été ajoutés dans mon programme par la modélisation de library. C'est-à-dire si je partage ce code avec vous, qui a cette structure library et cette méthode insert, vous n'allez pas pouvoir faire toute une série de choses qui seraient mauvaises par rapport aux invariants que je veux mettre dans ce code. Si j'avais choisi de vous demander ici, pas faire une référence, mais de passer une référence mutable et que vous le copiez, pour faire l'équivalent d'une copie défensive, j'aurais pu le faire de façon explicite. C'est juste que moi, je vais avoir les outils qui vont me permettre de dire exactement ce que je vous laisse faire. À quoi ça ressemble en mémoire? Ah non, avant ça. Ouais, on peut se dire c'est compliqué l'ownership, c'est un nouveau concept, mais en fait, si on regarde le code, c'est assez trivial. Et on va commencer par tout en haut. On a la library. Et dedans, il y a une file qui s'appelle books et qui est un vecteur, noté vec, de book. Voilà. Donc on va juste regarder cette première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vecteur de book. Ok, c'est comme une array-list de book. Sauf que contrairement aux array-lists, les array-lists, bon, les génériques sont C en Java. Merci Google. Les array-lists en Java, c'est des array-lists au final d'objets. Hein. Les génériques, c'est juste du sucre syntaxique, plus ou moins, qui sont érasés. Donc c'est toujours des références qu'on va mettre dans des listes en Java. Là, c'est vraiment, comme en C++, on va dire, c'est vraiment l'objet qu'on met dedans, dans le vecteur. Bon. On voit en haut, juste au-dessus, quelques annotations. C'est comme les annotations Java, sauf qu'elles ont lieu au compile time. Notamment, ces annotations derive. Tout ce qu'il y a dans derive, c'est des traits. C'est l'équivalent des interfaces Java. On en parlera un petit peu plus tard. Et ça va me permettre de dériver des traits communs. Par exemple, ec et partial ec, c'est l'équivalent de faire generate equals dans votre IDE préférée. Sauf que ça va être fait à la compilation. Et ça sera toujours à jour. Et il y en a un qui est sympa, c'est le trait défaut. Le trait par défaut, s'il est implémenté sur une structure, ça veut dire que cette structure est capable de donner une valeur par défaut. Pour moi, une valeur par défaut, une library par défaut, une bibliothèque par défaut, c'est une bibliothèque vide. Ça tombe bien, un vecteur par défaut, c'est un vecteur vide. Donc quand j'utilise derive default, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler justement uniquement default sur toutes les fields que j'avais. Ici, il n'y en a qu'une, c'est book. Et il va me créer une librairie vide. OK. Donc quand dans mon implémentation, on a le bloc d'implémentation, il est séparé du bloc de définition des fields en Rust. Quand j'ai défini ma fonction new, qui renvoie une library, c'est juste un alias, j'ai juste pu appeler default. Je dis, bon, une nouvelle bibliothèque, c'est juste une bibliothèque par défaut qui est vide. Très bien. Ensuite, j'ai voulu définir une méthode insert, celle qu'on a vue. Alors, elle prend deux paramètres. Alors, là, on est un peu comme en Python. On va mettre explicitement le receiver. Je ne sais pas si vous avez fait du Python. En Python, quand on écrit du Python en des classes Python, on met self.
Donc, ce 10, il n'est pas implicite. C'est important parce qu'en fait, dans les traits, on ne va pas toujours avoir des traits qui prennent 10. On va pouvoir définir l'équivalent de méthode statique dans des traits. Sauf qu'en Java, ce n'est pas vraiment possible. Les interfaces, si on avait des méthodes statiques, elles ne peuvent pas redéfinir, les classes qui l'héritent ne peuvent pas changer le trait. Donc là c'est un peu différent. Donc ce que je vais prendre dans insert, c'est une référence mutable sur la librairie courante sur laquelle j'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une référence. Okay, c'est un pointeur, c'est comme en Java. Je ne suis pas en train de consommer la bibliothèque. Bon. C'est un petit peu compliqué au début. Ça veut dire que je vais changer la bibliothèque courante. C'est tout. Et le deuxième paramètre, ça va être un bouquin. Et là, on voit qu'il n'y a pas de référence. Alors, quand je dis c'est une référence, c'est ce caractère, ce et commercial. Hein, alors, on est habitué quand on fait du Rust ou quand on a fait du C++. C'est la même sémantique. Hein, ça veut dire c'est une adresse vers ou une référence vers. En gros, quand on fait du Java, on a toujours ces symboles implicitement, puisqu'on n'utilise que des références. Donc, on prend un bouquin. Et qu'est-ce que je fais avec ce bouquin? Là, comme je n'ai pas mis de référence sur bouquin, j'en ai pris l'ownership. Ça y est, c'est tout. Et puis, cette méthode aussi, elle prend l'ownership, push, elle ajoute un élément à la fin d'un vecteur. Ça y est, j'ai donné l'ownership à ma bibliothèque en mettant dans le vecteur. C'est fini. Le remove, il est à peu près pareil. C'est par nom. Je prends une référence mutable pour sur soi parce que j'ai changé le contenu de la bibliothèque courante. Je prends le nom du bouquin, et là, c'est une référence sur quelque chose qui ressemble à une string, sans rentrer dans les détails. Et là, on va voir un petit lambda. Je suis désolé pour la notation. C'est vraiment comme les lambdas en Java. Je dis, dans les books, je garde toutes les valeurs dont le nom est différent de bookname. OK. Si vous regardez la définition de book, à la fin, pareil, il a comme field son nom, qui est de type string. Et puis j'ai une fonction new qui va prendre un nom. Et là, je ne passe pas directement un string pour des raisons un petit peu ergonomiques et pour démontrer un petit peu d'autres choses dans Rust. Je prends quelque chose qui implémente le trait into qui est paramétré par string. C'est-à-dire, je prends en paramètre quelque chose qui prend quelque chose. Non, je prends en paramètre quelque chose qui peut se transformer en string. C'est tout. C'est un petit peu compliqué au début, mais c'est comme passer une interface en fait. Au lieu de quand dans un constructeur, on pourrait passer une interface plutôt que passer un string, on pourrait passer une interface sur une string. Sauf que là, on le fait de façon statique. Ça va être fait à la compilation et pas au runtime. Bon, on rentrera dans ces détails plus tard. À quoi ça ressemble en mémoire? Là, déjà, on n'a plus plusieurs threads. Avant, on avait plusieurs threads parce que Java, quoi qu'il arrive, la JVM, elle lance plusieurs threads. Hein. C'est par défaut. Là, on n'a plus qu'un seul thread parce que Rust, il n'a pas de runtime. Donc ça, c'est le thread vraiment qui est créé avec notre process par Linux. On rentre dans main, boom. Et puis, au moment, avant de faire l'insert de B dans library, mon scope, le bloc visuel, il a library, il a la variable library vers la référence en mémoire de library, et il a book, voilà, il a B. Donc ça, c'est eux qui ont l'ownership. Je fais le insert, ce qui se passe, c'est ça. C'est library qui va owner, pas directement B, parce qu'on a vu qu'il y avait un vecteur dedans. Donc il va owner un vecteur. Donc il va devoir allouer le vecteur. Au début, le vecteur, il était vide, donc il n'avait pas eu besoin de faire d'allocation mémoire. Dès qu'il doit faire un push, si le vecteur est vide, il va allouer le vecteur. Boum, comme dans tous les langages du monde, il va lui attribuer une capacité par défaut. J'aurais pu définir une capacité particulière, là je ne l'ai pas fait. Et puis, derrière, il va donner l'ownership de B au vecteur, c'est-à-dire vraiment mettre le B dans le vecteur. Si on regarde, voilà, l'ownership, quand on n'y est pas habitué, ça a l'air plus compliqué, mais si on regarde ce qui se passe derrière en mémoire, entre les deux diagrammes, il y en a un qui me semble plus compliqué que l'autre, et c'est celui de Java. Parce qu'il y a beaucoup plus de références dans tous les sens. Là, on voit qu'il y a ce loose coupling dont je parlais, un couplage faible dans les données. Pour résumer tout ça, avant c'est juste le drop. Plus tard, quand je vais faire remove my name, le vecteur, on appelle passer par cette méthode retain. Quand des éléments sont plus utilisés, il va juste les laisser tomber. C'est comme ça que ça se passe en Rust. Si une variable, on n'y a plus accès, un petit peu comme en Java, elle va être nettoyée, sauf que comme il y a toujours un seul owner,
bah, cet owner, il a juste la responsabilité de faire le nettoyage mémoire, et cette fois de façon synchrone. Donc on va pouvoir définir des comportements plus avancés dans les destructeurs. Enfin, ça un petit peu. Ok, donc un petit résumé. Il y a toujours, comme je disais, un seul owner. On le voit tout de suite, on peut l'identifier juste avec les yeux parce que c'est toujours le scope lexical, donc le bloc dans lequel on est. On peut voir les variables qui sont présentes ou pas. C'est par défaut sur la stack. Alors la stack, elle est compilée, comme je l'ai dit, avec le programme. C'est quelque chose dont la taille est connue à l'avance. Donc si on a par exemple vraiment quelque chose, une structure de données redimensionnable, en l'occurrence comme le buffer d'un vecteur, on ne peut pas le mettre sur la stack vu qu'il va être redimensionné. Là, quand j'ai bien fait une allocation à ce moment-là. Donc les données qui sont sur la stack, elles doivent avoir une taille connue à l'avance. Et il se trouve que cette structure de données VEC, ce qu'elle me donne, c'est une référence sur cette adresse mémoire. Mais je loan quand même cette référence. C'est pas comme en Java. C'est une référence qui va être... je ne vois pas que c'est une référence déjà, parce qu'il n'y a pas de type référence. Et ensuite, je vais pouvoir changer d'honneur. Ça va juste déplacer ce pointeur. Il y aura toujours une seule personne, un seul owner qui aura accès à ce pointeur. Et quand cet owner en a plus besoin, le vecteur sera désalloué. OK. Pour changer d'honneur, c'est du move. Donc c'est juste assigner la valeur à une autre variable ou le passer à une fonction. Voilà, que le fait d'être sur la stack, c'est super rapide. Et c'est pour ça que Rust gagne souvent sur les benchmarks contre C. Parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser la stack en Rust que dans les autres langages. Pour des raisons de pattern, en C, comme il y a beaucoup d'allocations dynamiques, on est obligé de réfléchir de façon systémique, écrire du code toujours avec les mêmes patterns, un malloc, un free. Le développeur, sinon, il ne s'y retrouve plus. Comme Rust, il le gère pour nous, on peut prendre beaucoup plus de risques parce qu'on sait que c'est sûr, et donc ça nous permet d'utiliser beaucoup plus la stack. Et pareil, on a cette même memory safety. La propriété, c'est quelque chose que les humains connaissent bien. Donc, c'est assez naturel de réfléchir avec ces concepts de propriété. Ce bouquin dans ma main ou pas dans ma main, très vite ça vient. C'est pas immédiat, mais vraiment très très vite ça vient. Et là, le comportement qu'on va avoir sur la destruction, il est déterministe. Donc, plus le comportement est déterministe dans nos programmes, plus quand il y a des bugs, on va pouvoir les reproduire facilement. Et ça aide vraiment à écrire des programmes au quotidien. Et puis, on va pouvoir encoder, en plus des types à la Haskell, qui vont, comme j'avais dit, nous permettront de mettre plus d'invariants, d'exprimer de façon plus proche le modèle métier qu'on a. Là, on va avoir un outil supplémentaire, c'est l'ownership. Cet ownership va pouvoir me permettre de modéliser que cette valeur, une fois que tu me l'as donnée, tu n'y as plus accès. Un exemple, par exemple, qui existe dans la communauté Rust, c'est le driver MySQL. Quand on l'utilise, on passe la connexion, on donne l'ownership de notre connexion. Alors, si ça s'est bien passé, il nous renvoie le résultat et la connexion dans une paire. Donc, on peut le réutiliser. Donc, l'ownership passe entre nous et le driver MySQL. Et s'il y a une erreur, il ne nous renvoie pas la connexion. Il l'a droppé. On considère que dans le cas d'une erreur, cette connexion n'est plus utilisable. C'est quelque chose qui est modélisé dans le système de type grâce à l'ownership. Donc, l'ownership, ça marche très bien, mais on ne peut pas tout le temps partager, donner les choses, des fois on doit les partager. Donc les valeurs, elles peuvent être prêtées. C'est le borrowing en Rust. Et le borrowing, c'est ces fameuses références qu'on a vues tout à l'heure, les e-commerciaux. Il y en a avec un mute, c'est des références exclusives, et il y en a sans mute, qui sont des références partagées. Par défaut, les références partagées vont être immutables. Et ces références, au final, derrière, c'est juste des pointeurs. Donc elles sont pas chères à passer. Comme quand on fait des références en C ou en C++. Le borrow lui-même, ce prêt, il va être contrôlé par le owner, et il ne pourra avoir la durée de vie que cette fameuse lifetime, que celle du owner. C'est-à-dire que le compilateur Rust va garantir que cette référence est valide, qu'on ne va jamais pointer vers une adresse mémoire invalide, parce qu'il va prouver que la façon dont elle est utilisée va avoir une durée de vie inférieure ou égale à celle d'existence de cette adresse mémoire qui est garantie par le owner justement dans ce scope lexical. Voilà. Quand on fait de l'exclusif, quand on fait un prêt exclusif, on gagne la mutabilité gratuitement parce que s'il y a
qu'un lecteur, il peut écrire aussi. Alors à quoi ça ressemble? Peut-être pas faire le live coding. Ça ressemble à ça. Quand je voulais avoir le nom, ça on l'avait vu en fait. Sauf que cette fois, on avait vu la suppression et l'insertion. Donc on a là et self, ça veut dire je vais donner accès en lecture à plusieurs personnes à cette bibliothèque. Il peut y en avoir plusieurs lecteurs en même temps. Et le nom du bouquin, je vais aussi donner un nom qui ressemble à une référence de string. Mais comme il n'y a pas nul en Rust et que ce bouquin, ça se trouve, il n'est pas dans la bibliothèque, je vais devoir renvoyer une option. Et cette option, ça va être de quoi? Je ne vais pas renvoyer le bouquin, je ne vais pas rendre l'ownership du bouquin. Je pourrais, hein, parce que là, il ne serait plus dans la bibliothèque. Je vais renvoyer une référence sur ce bouquin. Cette référence, pareil, elle doit être partagée. Elle ne peut pas être exclusive, parce que je n'avais pas donné une référence exclusive sur self à la base. Ça, c'est prouvé. Et pareil, cette référence va avoir la durée de vie de self, de la référence sur self. C'est-à-dire que si jamais je veux me débarrasser de ma bibliothèque et la brûler, il faudra d'abord que je fasse en sorte que plus personne n'ait de référence dessus. Ça, c'est très simple, hein, parce que quand je vais appeler cette fonction, un endroit dans mon code, elle va renvoyer. Et puis, il va falloir juste que je me débarrasse de cette référence, que je ne l'utilise plus, que je la laisse sortir de mon scope, et ça sera fini. Si on veut récupérer un bouquin de façon mutable, par exemple changer son nom, c'est possible aussi. Cette fois, on va passer une référence mutable et on va envoyer une référence mutable. On a dû changer de nom de méthode et vous voyez que dans les itérateurs, c'est pareil, c'est iter et itermute. Parce qu'en Rust, il n'y a pas de surcharge, mais aussi parce que il y aurait des problèmes d'ambiguïté si on faisait ça. Alors, une petite image sur le borrowing, c'est je suis le owner, j'ai mon bouquin dans les mains. Si je veux faire du borrowing partagé, c'est je l'ouvre et il y a plusieurs personnes qui peuvent le lire, mais je l'ai toujours dans les mains. Si je veux une référence exclusive, alors il n'y a qu'une seule personne qui peut l'avoir, et là, dans ce cas-là, elle peut aussi écrire dedans, mais je l'ai toujours quand même dans les mains. À la fin, je le reprends, je le ferme, j'en fais ce que je veux, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Si personne en veut, il va à la poubelle. Donc voilà, c'est lifetime, donc on a vu, juste pour revenir dessus, la lifetime de book ici, elle dépend de self. Donc elle est connue à l'avance, elle est connue au moment de la compilation. Donc elle est statique foncièrement, parce qu'au moment où je programme mon programme, je la connais, le compilateur la connaît, et il y a des cas dans le monde de l'informatique où c'est foncièrement dynamique. Si j'ai un cache et je récupère une valeur de mon cache, ce cache peut continuer à changer, c'est le principe d'un cache, il peut faire de l'éviction, et j'avais quand même cette valeur. Donc il y a des fois où ça ne suffit pas. En gros, ça suffit. Là, j'ai mis 90 plus, mais franchement, 95% du temps. 95% du temps, on s'en sort très bien avec ça, et c'est tout à fait la façon. C'est le plus évident de faire. Il y a 5% des cas où jusqu'à 99%, on a besoin de cas dynamiques. C'est justement ce fameux cache. Je récupère une valeur, je dois la garder même si elle est partie. Et ça, on peut faire de la propriété partagée, shared ownership. Ça, ce bouquin, on l'a mis en mémoire, on a dû l'allouer. Et c'est un peu le monde de Java. On a un mini GC en fait sur ce bouquin avec du reference counting. Et chacun qui est propriétaire, lui, il a sa référence dessus, mais c'est une strong référence. Et puis, au moment où le dernier s'en débarrasse, cette mémoire, elle est déallouée. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on donne l'ownership. Cette structure de données, en Rust, elle est dans la bibliothèque standard. Elle s'appelle RC pour Reference Counting. Et il y a une variante qu'on utilise plus qui est Atomic Reference Counting, ARC, elle est multithread. Et bien, cette structure de données, elle ne triche pas. On peut l'implémenter nous-mêmes. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on donne l'ownership de notre bouquin à cette structure qui est paramétrique. ARC prend un T générique, prend l'ownership de ce truc, et après, elle va tricher sur le fait que quand on va la cloner, on ne va pas vraiment cloner la donnée, on va cloner les références, les strong ref, et puis y avoir des weak références aussi. Après, on passe un peu dans le monde de Java. Si vous avez suivi la littérature sur les GC et si vous avez entendu parler de GC, on dit toujours ah, mais le reference counting, c'est très mauvais pour des GC, il faut faire du mark and sweep ou des choses comme ça. C'est vrai quand c'est toutes les allocations de notre programme ou quand on a des patterns d'allocation en général,
mais c'est pas absolu. Là où c'est moins bon, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir des cycles dans les données. Alors, quelque part, c'est toujours mauvais d'avoir des cycles dans les données, mais si on a des cycles dans les données, il y aura toujours quelqu'un qui pointe sur le suivant, et la mémoire ne va jamais être désallouée. Dans ces cas-là, c'est le 0,5% des cas. Il y a d'autres façons de faire. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui arrivent en Rust, ils essaient de le faire eux-mêmes, alors qu'ils ne maîtrisent pas Rust, et c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on utilise une bibliothèque. Et cette bibliothèque, pour les graphes, par exemple, elle va nous permettre de définir des nodes, des edges, tout ça, qui seront cycliques potentiellement. Si on veut avoir beaucoup d'allocations très rapides, parce que les arcs et les RC, c'est pas bon, si on a plein d'allocations, on va pouvoir utiliser des trucs qui s'appellent des arenas, qui ressemblent beaucoup à un mini IGC, pareil, un allocateur spécialisé pour ces cas-là. Donc, en gros, on va être dans un monde plutôt dans Rust. Ça va être, le langage fait peu de trade-off pour nous. Il va nous laisser choisir la solution la plus performante pour 90% des cas. Et plus ça va, plus on va spécialiser vers des situations en fonction des différents cas. Le choix des langages style Java, c'est des choix plutôt philosophiques. Hein. C'est de dire one size fits all. Et le problème avec ça, c'est que on se retrouve avec le tableau que j'avais présenté en introduction, avec des performances moins intéressantes, et puis des problèmes de design au-dessus de ça. Bon. Juste pour conclure, là j'arrête là-dessus. Donc l'ownership et le borrowing, c'est plus sûr que les alternatives, très expressif. J'ai un exemple sympa, c'est les callbacks. On a des callbacks en Java. On nous appelle et on nous passe un objet. Alors, cet objet, on est d'accord, c'est une référence vers un objet qui est dans la heap. Et puis, ce callback, il peut prendre cet objet et le stocker dans son array list, ou dans ce qu'il veut. Quand on fait ça en Java, c'est sans doute illégal. Sans doute, on n'est pas censé récupérer les choses qui nous arrivent dans un callback et les utiliser 10 minutes plus tard. Sans doute, on est en train de capturer de la mémoire qui ne va pas pouvoir être nettoyée. Et ça va poser des problèmes à différents endroits. Et souvent, ces objets, plus tard, quand on va les appeler, ils vont nous envoyer une illegal state exception en plus. C'est-à-dire que le programmeur a dû faire de la programmation défensive pour empêcher que cette interface soit utilisée au mauvais moment de la mauvaise façon. Et ça fout le bordel, ça pose plein de bugs. En Rust, si je veux faire ça, je peux passer juste une référence à ce moment-là, dans le callback. Et comme elle a une lifetime, je ne vais pas pouvoir la stocker. C'est juste pas possible. Je vais pouvoir contraindre dans la temporalité l'usage des éléments. Et ça va être très fort parce que ça va me permettre de faire encore une fois des API qui ne peuvent pas être cassés par les utilisateurs. Et donc, ça permet à cet écosystème d'avoir des milliers de contributeurs sans que le château de cartes s'effondre. Donc, c'est vraiment une approche presque physique sur la donnée. L'ownership, c'est au lieu d'avoir cette sorte de mensonge que tout est copiable, parce que l'information, on peut la copier, c'est vrai, mais ça coûte cher. On a vraiment une approche plus physique. On dit, la donnée, ok, on pourrait théoriquement la copier, mais on peut aussi la déplacer. Elle a un propriétaire. Et puis, c'est vraiment la fondation de plus en Rust. Notamment l'absence de data race en Rust. Donc les data race, c'est en gros quand deux threads veulent accéder à la même donnée, ou de façon non ordonnée, on a deux accès à la même donnée. Et c'est indéfini ce qui va se passer si on n'a pas mis de la synchronisation. Ça ne peut pas arriver en Rust. Et puis, à la gestion des ressources, ça, on va retrouver un petit peu les trucs qu'on a en C++. J'en parlerai rapidement. Enfin, c'est ça qui permet la performance native qu'on a vue, qu'on retrouve en Rust. Bon, voilà, c'est fini pour l'ownership. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. On va parler du reste de Rust. Les données, les types et la composition de ces données. Et ça va être beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'avais dit, dans Rust, on n'a pas de nul. On a le type option. Option, il prend un T, c'est générique, et c'est soit il n'y a rien, soit il y a un T. Ça, ce n'est pas une version simplifiée de la définition d'option. C'est la vraie définition d'un mutex standard. Alors, évidemment, il y a des méthodes associées qui sont dans un autre bloc pour faire plein de choses avec. Et puis, c'est pareil, il n'y a pas d'exception. À la place de ça, il y a un type result qui est paramétré par T et E.
Et soit c'est un résultat qui a réussi, donc c'est OK, c'est la variante OK avec le T, soit c'est une erreur, et c'est R de E. OK. Donc là, on a vu pas mal de choses d'un coup en quelques lignes. Premièrement, qu'on a des enums en Rust, et ces enums, ils vont permettre de modéliser différents états. Les enums, ça va être vraiment comme des types algébriques ou des types SOM dans les langages fonctionnels. Ça ressemble pas mal à ceux qui font du Scala, des seal traits, je pense que c'est la même chose en Kotlin. Évidemment, on va avoir du pattern matching dessus et compagnie. On a vu aussi qu'il n'y a pas de nul, ça on en avait déjà parlé, mais pas d'exception. Ça, c'est un changement assez important par rapport à Java. Donc ça fait qu'à chaque fois qu'on appelle une fonction, on récupère une vraie valeur et qu'il n'y a pas deux chemins pour que quelque chose sorte d'une fonction. En Java, il y a deux chemins. Il y a le résultat, ce qui est retourné par la JVM, et puis il y a le chemin des throws quand la stack elle se unwind, et puis faut l'attraper, faut le gérer, et c'est compliqué. Le problème, c'est que la plupart du temps, les développeurs en Java, ils en ont marre des exceptions checked, parce que c'est pas pratique, ça compose mal dans les lambdas. Donc ils utilisent les exceptions runtime, elles ne sont pas documentées, donc elles ne sont pas catchées, ou alors elles sont catchées n'importe comment, et dès qu'il y a une erreur en Java, ça remonte, ça dégouline de partout. Là, bon, ça formalise bien les choses, on sait ce qui va sortir. Souvent, le type d'erreur, c'est un type d'erreur spécialisé pour cette fonction, et c'est un enum qui va modéliser les différentes façons de laquelle cette fonction a pu planter, et cet enum lui-même va être paramétré par les différentes raisons. Je sais pas, ça peut être une IO error, et dedans, il va y avoir le fichier qui a planté, quelle est la raison au niveau IO, etc. Je donne un exemple sur les results. J'ai remis juste le même type pour qu'on s'en souvienne bien. C'est une fonction, j'ai appelé fn-file-to-upper. Ça prend un fichier, ça ouvre un fichier, et ça va lire son contenu, et ça va le renvoyer en uppercase. OK. Alors, le type du thread, c'est gestion des erreurs et RAI. RAI, ça veut dire, c'est un acronyme vraiment très mauvais, qui vient du monde C++, qui veut dire Resource Acquisition is Initialization, ce qui veut dire, en gros, l'acquisition de ressources, c'est aussi leur initialisation. Et ça, on le voit avec la première ligne. Quand je vais faire file open sur foo.txt, là, je ne vais pas faire un new file et puis après file.open. Dès que je récupère cette fonction, ça veut dire que le fichier a été ouvert. Le type file n'est dans un état que ouvert en Rust. Il n'existe pas dans l'état non pas ouvert. Donc soit cette fonction elle a réussi à ouvrir le fichier, soit elle n'a pas réussi à ouvrir le fichier, et dans ce cas-là, ça renvoie une erreur. Donc on comprend que cette fonction fileOpen, elle renvoie aussi un result de file et de std.io_error. Le truc, c'est que moi, je ne suis pas très intéressé par l'erreur. S'il y a une erreur, je veux faire comme en Java, allez, je la renvoie à celui qui m'a appelé. Et c'est cet opérateur try qui est ici, ce point d'interrogation, qui permet de faire ça. Il essaye, s'il y a une erreur, il la renvoie directement, mais ce n'est pas un throw, c'est un return. Il fait return R de ce qu'il y avait là-dedans. Et puis sinon, il renvoie la variante succès. Donc il me renvoie ce file. Ici, file, c'est le type file, j'en ai l'ownership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce file il va être droppé, quand il va sortir de mon contexte, on voit que là, je ne le renvoie à aucun moment. Donc, asset accolade fermante, il va être droppé, et file il a un destructeur. Et ce destructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le fichier. Donc, j'ai la gestion des ressources, au lieu d'avoir try with resources. On a la gestion des ressources par l'ownership. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? En ligne 2, je définis un nouveau string. En Rust, on va pouvoir passer du monde immutable au monde mutable de façon transparente. Donc, mon type string, c'est à la fois string, mais aussi string builder. Je n'ai pas besoin d'avoir défini deux types. Donc, ici, je l'utilise comme un builder, comme un buffer de string. Je le définis vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire le contenu du fichier dans cette string. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit d'abord que read to string, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme dans tous les fichiers, ça va déplacer le curseur dans ce fichier. Donc, quelque part, ça va muter ce fichier. Donc, il a fallu que je mette cette file mutable, parce que ça va changer l'état de ce type. Ensuite, j'ai dû passer la référence sur content
aussi de façon mutable, parce que ça va changer le contenu de ce string. Alors, c'est plutôt cool, parce que en fait, à chaque fois qu'on va avoir une mutation ou quelque chose dont on doit se rendre compte, on va le voir visuellement, immédiatement. Et c'est pareil, la lecture, il peut y avoir une erreur de lecture, une IO error, et là, on va la renvoyer s'il y a eu un problème. Donc, on imagine que read to string renvoie, j'en sais rien, soit rien, l'équivalent de void et une IO error, donc result de rien, IO error, soit result, je sais pas, nombre de bytes lus, j'en sais rien, et IO error, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce qu'elle renvoie dans la variante OK, je m'en fous, je le drop. Et ensuite, moi-même, si j'en suis là, j'ai réussi. Je fais contents to uppercase, ça renvoie une string et ça la met en uppercase. Et puis ça ne peut pas faire d'erreur. Et je renvoie OK de ça, parce que ma fonction s'est bien passée. Donc c'est en 4 lignes. J'ai tout, hein, la gestion des erreurs, la gestion des ressources. Je ne peux pas leaker des file descriptors. J'ai pas de mémoire qui reste derrière ça. C'est assez puissant. Je sais pas, moi ça me rappelle pas mal Scala, un peu de C++, mais pas mal Scala au niveau du feeling. Donc les types, pour les définir, on va avoir les struct et enum. Pareil, les deux ils vont être génériques. On va pouvoir y mettre des types génériques. Donc on va avoir vraiment des capacités de modéliser les choses de façon très précise et avoir du pattern matching. On peut aussi avoir des structs qui contiennent des références. Dans ce cas-là, ces structs elles-mêmes, elles ont une référence. Bon, on ne va pas en parler. On a des génériques. Alors les génériques, il y a un mot compliqué là, ils sont monomorphisés à la compilation. Ça veut dire que si j'ai un hash7 de int, ce que Rust va compiler, enfin int c'est U32 en Rust, c'est hash7 de U32. Il va pas avoir un hash7 qui prend un type abstrait ou je sais pas quoi. Donc ça va être performant, ça va faire un peu plus de code, un peu plus de taille de binaire. Enfin les binaires sont raisonnables par rapport à beaucoup de langages. Et on va avoir la performance d'avoir écrit nous-mêmes notre structure optimisée. Ça, c'est ce qui existe sous le nom de spécialisation en Scala. C'est aussi quelque chose qui est censé arriver dans Java un jour. Pas juste avec les value types, mais aussi avec les universal traits, ou je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Interfaces. Bon. Ok, il y a un peu plus de types en Rust. Il y a les références, c'est des types aussi. Les lifetime, on ne va pas en parler ce soir, mais des fois on veut les préciser, c'est aussi des types. Et on va voir les traits objets, on en parlera plus tard. Ensuite, en Rust, il n'y a pas d'héritage de données. Il n'y a pas de classe abstraite. C'est cool. À la place, on utilise la composition. Là, j'ai voulu enrichir ma bibliothèque, mettre plus d'informations liées au bouquin. J'ai envie de savoir d'où il vient ce bouquin. Si c'est un cadeau, j'aimerais dire que c'est un cadeau et j'aimerais avoir une structure de données que j'appelais gifter, qui est la personne qui m'a fait ce cadeau. Ça se trouve, il y a son nom, son adresse. Pareil pour un bouquin, si je l'achète dans un bouquin, je vais dire origin bot avec le bouquin, le magasin, l'adresse, etc. Puis complètement indéfiniment, de façon indépendante, dans une autre endroit de ma bibliothèque, j'ai peut-être une structure qui s'appelle dated, qui va dater des éléments génériques. J'utilise pareil une crate. Alors crate, c'est le nom qu'on donne aux bibliothèques en Rust. Et c'est des concepts aussi de première classe dans le langage, sans rentrer dans les détails. Donc là, j'ai une date et j'ai l'objet associé. Et plus tard, je vais pouvoir juste définir un alias, parce que c'est chiant à l'écrire tout le temps. Une bibliothèque qui est datée, c'est un vecteur qui contient un élément daté qui lui-même est une paire de book et origine. Donc on a les tuples en Rust, qui sont des constructions de premier ordre. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à 22. On va parler un peu de l'abstraction maintenant, du comportement. En Java, on a les interfaces. Comme je l'ai dit, c'est l'équivalent en Rust, c'est les traits. Donc on a tous déjà dû voir cette interface en Java quelque part, interface name, getName. C'est assez courant. En Rust, je l'appellerais getName parce que les conventions, c'est plutôt comme ça. On voit qu'on est obligé d'être un peu plus précis. On doit dire ce que ça prend exactement. Comment ça borrow l'élément, où est-ce que ça borrow, où est-ce que ça consomme. Donc là, ça fait un borrow partagé sur self. Et puis, ça va renvoyer quelque chose qui a la même lifetime que self, qui ressemble à une string.
Ah oui, c'est pas vraiment une string, ça ressemble à une string. Donc en Java, pour faire ça, je vais devoir changer boucle. Je vais devoir faire implement name, je vais devoir aller à cet endroit-là, changer la définition et mettre get name et blabla. En Rust, j'ai pas besoin de changer book, j'ajoute un autre bloc quelque part où je dis que c'est un bloc d'implémentation où j'implémente getName pour book. Voilà, l'implémentation est triviale, c'est une référence sur self.name. Mais ce que je vais pouvoir faire aussi, et ce qui est plus possible à faire en Java, c'est d'implémenter mon type sur un type auquel j'ai pas, mon trait sur un type auquel j'ai pas du tout accès foncièrement, je peux pas le changer, je peux pas aller éditer la définition de Java util string ou Java lang string. Ce que je peux faire par contre, c'est changer string dans std en Rust en faisant imp getName par string. Là, ça renvoie juste une référence sur soi-même. Alors pourquoi je peux faire ça? C'est parce que getName, il est défini dans ma crate. Je vous l'ai dit, les crates, les bibliothèques en Rust, c'est des constructions de premier ordre. Et c'est une sorte de compilation unit, de scope de compilation. Et c'est évident que jamais string aura accès à moi, à ma crate. C'est pas possible. Comment std va dépendre de ma propre bibliothèque? C'est juste pas possible. Bon, on peut y réfléchir un peu plus pour voir que c'est vraiment pas possible. Donc j'ai pu le faire ça, mais j'ai pu aussi l'implémenter sur le type option qui est défini dans std aussi. Et j'ai pu dire, si j'ai une option de t et que t implémente getName, alors je peux implémenter getName. Là, ce que je fais, c'est que je match l'option. Si c'est quelque chose, je renvoie la valeur getName. Sinon, je renvoie none entre symboles bizarres. Donc, maintenant, je vais vouloir utiliser ça. J'ai fait une fonction printName. Alors, encore un petit peu de nouvelle syntaxe. Là, je prends en paramètre un argument qui s'appelle names, et son type, c'est ce qu'on appelle une slice en Rust. C'est en gros un tableau, une référence vers un tableau ou une zone de mémoire continue. Donc c'est vraiment notation référence tableau. Et ce que je mets dedans, bah, c'est l'élément qu'il y a dans mon tableau. Et c'est quoi? On avait vu tout à l'heure impl, ça veut dire quelque chose qui implémente getName. C'est un type, je ne sais pas ce que c'est, mais il implémente getName. Et là, je vais juste itérer dessus. Alors comme j'ai envie d'afficher l'index dans le tableau, au fur et à mesure j'itère, j'appelle cette méthode enumerate qui me renvoie une paire. Le premier élément, c'est l'index. Le deuxième, c'est la valeur dans l'itérateur. Et je vais juste afficher. Alors là, c'est un println, c'est un peu comme message format en Java. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a écrit du code de façon quand même impérative et pas purement fonctionnelle en Rust. Même si on peut utiliser des lambda, l'équivalent de l'API Stream en Java. Donc on va commencer, premier exemple, je prends des bouquins, je fais un vecteur, là ça c'est une petite macro, vec, point d'exclamation, qui permet d'initialiser un vecteur avec des éléments dedans, déjà. Je vais faire deux bouquins, Hyperion et Dune. Là il va m'inférer que donc, le type de book c'est vec de book. Et je vais appeler printName sur une référence vers book. Et là une petite coercion qui se fait entre les vecteurs et les références sur les tableaux. Bon, ça va m'afficher les boucles. Voilà. D'abord 0 Hyperion, 1 Dune. Ensuite, je fais la même chose avec ces trucs qui ressemblent à des strings, des chaînes de caractères constantes. Je balance ça, ça marche. Mais après, j'essaye de les mélanger. J'essaye de mettre un foo, qui est une chaîne de caractères statiques dans mon programme, et un book. Les deux implémentent getName. Très bien. Mais même avant ça, même avant de l'appeler getName, Rust me dit, oula, tu m'as donné quelque chose qui ressemble, enfin une chaîne de caractères statiques, quelque chose qui ressemble à une string, et j'ai trouvé un bouquin en deuxième paramètre. Il se trouve que vec, c'est défini comment? C'est défini vec of t. T, en Rust, ça doit être tout le temps le même t, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de sous-typage. Donc il y a pas, ce que fait Java quand il voit ça, il dit, oh, c'est bon, c'est object. Mais là, c'est des choses différentes. On a vu, les vec, ils ont le layout des éléments qui contiennent. Donc là, ça ne peut pas marcher. Donc là, il me dit, non, c'est pas possible. Il faudrait trouver une façon d'unifier ces deux types. La seule façon que j'ai pour les unifier, comme il n'y a pas de super type en Rust, il n'y a pas de type objet dont tout le monde hérite, bah, c'est de trouver un dénominateur commun. Ça tombe bien, les deux, ils implémentent getName. J'aimerais leur trouver un dénominateur commun, ce soit getName. Le problème, c'est que pour leur donner ce dénominateur commun, il va falloir les allouer et avoir cette petite indirection. Sans rentrer dans les détails, ça s'appelle box en Rust. Donc, je
Ça veut dire allow, c'est malloc en gros, ou new. Allow cette string en mémoire, boum. Allow ce livre en mémoire, boum. Et comme maintenant j'ai des références, comme j'ai des pointeurs dessus, je vais pouvoir faire de l'erasure. Je vais pouvoir mettre une VTable, une virtual table devant. Je ne sais pas si ceux qui ont fait du C++ ou du C, ça va leur parler. En gros, on va faire du dynamic dispatch et je vais pouvoir, ici on le voit, je le type, je dis vec c'est box de din de getName. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transforme ce trait en une table virtuelle qui va me permettre de faire ce dispatch dynamique. Il va me dire qu'est-ce que c'est que d'appeler cette fonction getName pour ce type et ce type-là. C'est pas trivial à comprendre au début. Pourquoi je mets cet exemple? C'est parce que ça, c'est le choix qui est fait par défaut en Java pour tout. Java, il met tout derrière un pointeur et il met une table virtuelle derrière tout. Ça, évidemment, c'est un overhead. Ça, moi, en Rust, je l'utilise 0,5% du temps. Je crois que j'ai quasiment jamais l'occasion de faire ça. On l'utilise pour les erreurs surtout, parce que les erreurs, comme on a plein de types d'erreurs, on va avoir un type dynamique d'erreur. Et sinon, on l'utilise quasiment jamais. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, Java ou tous ces langages, manage, font un choix très large, one size fits all, alors qu'en pratique, c'est des choses dont on a très peu besoin de faire. Et la plupart du temps, quand dans un vecteur, je vais avoir des types un petit peu différents, la plupart du temps, je vais connaître à l'avance quels sont ces types. Je vais connaître tous ceux que je vais vouloir mettre dans un vecteur, et je vais définir un enum. J'aurais pu, là, à la place de faire ça, j'aurais pu mettre un vecteur d'un enum qui est soit un boucle, soit un foo. Sur cet enum, j'aurais pu implémenter getName. Très bien. Donc, juste pour conclure sur les traits pour les interfaces. Donc, les traits ils peuvent faire tout ce que les interfaces font en Java, mais ils peuvent aussi faire plus. Beaucoup plus, en fait. Et on va choisir entre l'abstraction zero cost, c'est-à-dire qu'il va être complètement compilé et disparaître au runtime. Juste pour revenir à ça, c'était cet exemple-là. Les deux premiers, là, ici, en fait, l'existence de string getName, elle n'existe pas. En Java, une interface, ça existe. On fait un invoke dynamic dans le bytecode. Enfin, c'est une existence au runtime, qu'on le veuille ou non. Un peu moins avec l'AOT, Substrat VM, etc. Mais malgré tout, elle existe. Parce que Java ne va pas avoir la possibilité de forcer les mêmes restrictions. Bon. Ici, ça, c'est comme si j'avais écrit le code à la main. Là, j'ai mis du dispatch dynamique, donc j'ai une indirection qui peut coûter un peu quelques microsecondes. Donc c'est un choix qui nous est laissé par Rust. Et ce qui est fort, c'est que ce choix, il utilise la même construction, c'est les traits. En C++, on a les generics, qui sont les templates, et de l'autre côté, on a les classes abstraites qui nous permettent de faire le dispatch dynamique. Rust fusionne ces deux concepts, et c'est plutôt pas mal. Bon, il y a d'autres trucs, mais notamment, on l'avait vu tout à l'heure, on peut, avec des macros qu'on peut même nous-mêmes définir, générer automatiquement des traits quand il y a une implémentation évidente d'un trait. Bon, maintenant, j'aimerais parler, j'en avais parlé au début, de multithreading et concurrence. Donc, en Java, quand j'ai une bibliothèque, quand j'ai un serveur, je vais faire mon type library tout à l'heure, qui est une library. Et puis, j'ai des requêtes qui arrivent, là, avec un bouquin en JSON. Je le désérialise, je le balance dans ma library et je fais add. Ok, super. Le problème, c'est qu'à un endroit dans mon code, je n'avais pas été voir, c'est ballot, j'avais juste utilisé une ArrayList et je n'avais pas synchronisé ma méthode add. Donc, en fait, le code, il est faux. Sauf que, bah, forcément, Java va plus s'en rendre compte. Alors, je ne casse pas du sucre sur Java. Hein. Aucun langage, ou presque, aurait su s'en rendre compte jusqu'à présent. Sauf que maintenant, bah, il y a quelque chose qui s'en rend compte. Alors, comment ça marche en Rust? À la base, commençons sans thread. Je fais ma bibliothèque et ensuite je vais vouloir insérer 5 boucles. On voit un petit boucle fort, je vais faire boucle 0, boucle 1, boucle 2, etc. Et je vais les mettre dans ma bibliothèque, ça marche. Là, je vais vouloir me dire, tiens, je vais faire ça depuis plusieurs threads. Je vais spawner des threads dans ma boucle. Qu'est-ce qui se passe là? Pour spawner un thread, on prend une closure, un lambda, et ça va être l'équivalent de la méthode run en Java, ou le runnable, c'est le corps qui va être tourné par le thread. Le problème, c'est que là, il me dit, bah, si je fais ça, automatiquement, Rust va se dire, ah, tiens, là,
ici, insert, ça prenait une référence mutable sur self. Donc il va essayer de prendre des références mutables, et là il me dit, voilà, tu essayes de faire une référence mutable plus qu'une fois. Il se rend compte qu'on est dans une boucle, et il dit, non, c'est pas possible. Bon, erreur de compilation. Alors j'essaye ensuite, je me dis, bon, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Tiens, qu'est-ce que je vais essayer ici? Je vais enlever la boucle. Voilà, j'enlève la boucle en me disant, bon, bah, comme j'ai enlevé la boucle, il n'y aura plus cette more and once, au moins on va voir si ça marche. Et là il me dit encore, oula, il y a un problème, parce que cette closure, bah, elle vit avec la durée de vie du thread, elle peut vivre plus longtemps que la fonction courante. À la fin de la fonction courante, comme library c'est le owner, bah, le owner va être droppé. C'est pas possible, je ne peux pas faire un borrow qui dure plus longtemps que le owner. Donc il me dit non, ça ne marche pas. Alors là, je vais lire un peu le Rustbook, j'essaie de découvrir un peu comment ça marche Rust, et je me souviens, ah oui, quand j'ai un peu de notions dynamiques comme ça, ce qui est bien, c'est le shared ownership. J'utilise un ARC, Atomic Reference Counting. C'est multithread, parce que c'est atomique, et ça va me permettre de gérer ça. Donc ce que je fais, my library, au lieu de la prendre directement, je donne l'ownership à ARC. ARC va s'en occuper. Donc là, on se souvenait que c'était une fonction qui renvoyait ownership sur une library, donc je le file à ARC. Et puis, dans ma boucle, je vais utiliser cette méthode ARC-clone. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle incrémente juste le reference count. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va donner une autre référence, une strong référence sur cette library qui a été allouée. Donc au moment, à cet endroit-là, la library, cette fois, elle a été allouée. Les strong refs, c'est ce qu'on a naturellement en Java. Hein. C'est un mot compliqué pour ce qu'on utilise tous les jours. Et là, ce que je vais utiliser, c'est un autre mot-clé, c'est le move ici sur la closure. Je vais dire, si la closure capture quelque chose, au lieu d'essayer de faire une référence dessus, passe la propriété dans la bibliothèque. Donc cette fois, il n'y a plus de problème. Library ici, c'est owned, c'est un arc unique, il n'y a plus de problème de timing. Sauf que là, quand je fais insert, on se souvenait, insert, ça prenait une référence mutable, et il me dit, ah ouais, non, on ne peut pas faire un prémutable avec arc, parce que arc, c'est juste du partage de données. Ça veut dire, encore une fois, on est dans un monde où on prend une capacité supplémentaire, mais ce n'est pas tout le package, quoi. On prend juste le partage de données ici. On ne prend pas la mutabilité. Et là, la solution, c'est de rajouter un autre niveau, et ça va être de mettre un mutex dans cet arc. Ce mutex, il va encapsuler la bibliothèque, et à chaque fois que je vais vouloir accéder à la référence sur cette bibliothèque, il va me forcer à mettre en place un lock. Là, on voit vraiment le design composition de Rust. C'est comme des Lego. J'ai un arc, ça c'est le partage. Derrière, je mets un mutex. Derrière, je mets un mutex. C'est pas la même chose que si j'avais mis un mutex puis un arc. Si j'avais mis un mutex puis un arc, j'aurais juste pu. Ça n'avait aucun sens, hein, parce que l'arc est déjà immutable. Il est déjà atomique. Mais voilà. C'est vraiment, j'ai le partage. Quand j'ai le partage, j'ai le droit d'avoir un accès synchronisé dessus et faire de la mutation. Et derrière, j'ai ma donnée. Donc je fais le même code, sauf que au lieu d'appeler insert directement, j'appelle lock. Qu'est-ce que ça fait lock? Bah, ça va me forcer à activer, à locker le mutex. Si le mutex n'est pas disponible, s'il est occupé, bah, ça va bloquer le thread courant, hein, comme tous les mutex du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fonction insert, c'était la mienne, comment elle peut se retrouver sur quelque chose qui sort du mutex là? Parce que la library, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Déjà, pourquoi library a une fonction lock? Parce que j'ai arc, j'ai pas mutex. Il y a quelque chose qui s'appelle deref en Rust. Ça permet de faire de la délégation un peu magiquement automatique. Donc arc, il implémente deref sur le type qu'il a. Donc c'est un arc de T, il implémente deref sur son type et il est capable de sortir une référence. Quand on va déréférencer cet arc, il va être capable de donner les méthodes du type qu'il contient. Et ça va être la même chose pour le mutex. Donc le mutex, ce qu'il fait, donc l'arc, j'appelle lock, c'est une fonction du mutex. Le mutex lock, elle va envoyer un mutex guard. C'est un mutex qui a été, c'est pareil, c'est le même pattern RAI qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que tant que ce lock est là, le mutex est locké. Ce mutex guard lui-même implémente deref, cette fois même deref mut. Bon, ça rentre dans les détails. Et les fonctions qui étaient protégées par ce mutex vont être accessibles dessus. Donc là, j'ai locké,
J'arrive, je fais mon insert, point virgule. Point virgule, le mutex guard, il existait que jusqu'à ce point virgule, parce que c'était une variable temporaire. Le mutex guard tombe, le mutex est fermé. On ne peut pas, par erreur, garder un mutex ouvert en Rust, parce que c'est la même gestion des ressources automatiques avec cette pattern rail. Est-ce qu'on peut dire juste un truc en plus, c'est qu'il y a des problèmes très importants si jamais on a locké un mutex et qu'on récupère ce mutex guard et qu'on l'envoie à un autre thread. Ça serait catastrophique, parce que la plupart des mutex, les implémentations de mutex, elles ne sauraient pas quoi faire. Ben, Rust nous empêche aussi de faire ça, parce qu'on va avoir un autre niveau de sécurité qui sait que certaines données peuvent être une sorte d'ownership et de borrowing entre les threads. Donc il y a des données qu'on va pouvoir envoyer d'un thread à l'autre, et il y a des données qu'on va même pouvoir accéder de plusieurs threads en même temps. Voilà, juste pour conclure, c'est que c'est un peu comme string builder et string buffer. On n'a pas envie de se soucier de tous ces types en permanence, donc on peut l'abstraire derrière un type sync library qui prend une library en paramètre quand je le crée. Et puis, je peux directement appeler la fonction dark clone, je l'appelle ici, la fonction du mutex, enfin la fonction d'insertion, je l'appelle ici. Je vous montre un peu à quoi ressemble le code. Ça prend ce type-là. Alors, pareil en Rust, quand on a une struct qui a juste une field, c'est comme si cette struct, elle n'existait pas. Ce n'est pas un objet, il n'y a pas d'overhead. Donc, c'est exactement le même profil de performance que le code qu'on avait vu avant. La fonction insert, cette fois dans sync, bah, elle prend plus mute. Elle est plus exclusive, elle est partagée. On va pouvoir faire du partage et de la mutation en même temps. Pourquoi? Parce qu'on a le mutex qui arrive et qui dit « Ah, non, mais moi c'est bon, ça je sais gérer ». Et puis voilà. Hein. Donc on a des garanties très fortes pour le multithreading en Rust. Ça ne veut pas dire que Rust est thread safe. Thread safe, c'est un problème indécidable. L'absence de data... Alors, l'absence de data race, c'est garanti par Rust, mais même les race conditions, c'est un cas encore plus large que l'absence de data race, et c'est aussi indécidable. Donc, Rust fournit à peu près tout ce qui est possible. Et le vrai problème qu'il y a avec tout ce qui est parallélisme et concurrence sur les données, c'est qu'on ne peut pas avoir à la fois partage, mutation et l'absence d'ordre défini. On ne peut en choisir que deux. Il y a beaucoup de langages de programmation qui forcent les deux qu'on va choisir. Par exemple, les acteurs, Erlang, eh ben, il va choisir, il va enlever le partage, il va choisir mutation et absence d'ordre. Parce qu'il va avoir des acteurs où seulement un seul thread va rentrer, et ces acteurs, ça va être des architectures dites sans partage. Clojure, il va interdire la mutation. À partir du moment où c'est pareil pour Haskell, à partir du moment où on a construit un objet, il va être publié, on ne pourra plus le muter. Ça, c'est la plupart des langages, ils font le choix pour nous. Ça fait partie de leur paradigme, mais c'est un peu des workarounds. Effectivement, Rust nous permet il ne nous impose pas. Rust, ça a commencé avec des green threads, ça a commencé avec l'idée qu'ils allaient faire des acteurs inspirés d'Erlang. Et puis, avec l'ownership, après, avec la recherche, parce que la recherche sur Rust a duré longtemps, ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas besoin, ils ont tout enlevé, et qu'à la place, on pouvait avoir ce design que je viens de montrer, de composition, qui va nous permettre d'encapsuler, avec des invariants supplémentaires, les données. Et il va y avoir ce type, par exemple, mutex, qui va dire « Ah, ben moi, je vais garantir qu'il y aura bien de l'ordre. » Voilà, c'est ce que va faire mutex. Donc l'ergonomie est plutôt bonne. Hein. Si on regarde le code qu'on avait avant, il est plutôt simple. Il faut comprendre un peu ce qui se passe, mais c'est plutôt simple. Donc on a ces fameux mutex guard, mais on a aussi les channels qui sont aussi sûrs, des channels à la Go. Sauf qu'on ne va pas pouvoir mal les utiliser. Encore une fois, ça va être plutôt sympa. Et j'ai parlé du type send et sync. Send, c'est je peux envoyer une donnée à un autre thread. Par exemple, pour mettre un message dans un channel, foncièrement envoyer ce message à un autre thread, il faut que mon type implémente le trait send. C'est automatique. Je n'ai pas besoin à m'en soucier. Il y a très peu de types, des types qui sont fondamentalement non safe, qui n'implémentent pas send. Et ça va être géré par moi, par Rust. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir trop. Et sync, ça va être un peu différent. Ça va être deux threads vont pouvoir accéder à la même donnée en même temps. C'était le cas des mutex. Avec un mutex, deux threads peuvent accéder au mutex en même temps, mais pas à la donnée derrière, parce que le mutex garantit que quand on l'a unlocké,
il n'y aura pas les deux threads en même temps. Bon. Voilà, on a parlé du multithreading, c'était intéressant d'avoir un langage qui fait du multithreading, mais de nos jours, ce qu'on veut, c'est du reactive. On veut du Project Reactor, du RX, je sais pas quoi. Bref, on veut de la concurrence non bloquante avec de la back pressure pour faire des serveurs super performants. C'est cool parce que Rust nous le permet. Et c'est aujourd'hui que la version stable de Rust sort avec Async Await. Ce que nous donne Async Await, c'est vraiment l'ergonomie du code séquentiel. Si vous avez fait du RX ou ces frameworks, la plupart du temps, on a des callbacks ou des combinateurs. Alors, en Rust, on va avoir à peu près l'ergonomie qu'on a en C# ou en Kotlin ou en JavaScript avec Async Await. Il y a des différences malgré tout. Et ces futurs, ou l'équivalent des promesses ou les futurs de Rust, c'est des futurs aussi zero cost. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va compiler ces futurs, déjà, contrairement à tous les futurs de tous les autres langages, ou presque, ils vont être alloués une seule fois. Toute cette chaîne de calcul, un futur représente un calcul. Ça va être compilé dans une énorme machine à état, qui va elle-même être optimisée ensuite. Et puis, on va devoir l'allouer une fois. On est obligé d'allouer un futur parce qu'un futur, foncièrement, c'est un callback. Et un callback, ça doit avoir une adresse stable. Parce qu'à un moment, il y a bien le système d'exploitation qui vient dire ça a changé et il faut qu'il aille taper quelque part. Donc, on doit allouer au minimum une fois. Et le choix qu'a fait Rust sur son modèle permet de n'allouer que cette fois-là. Donc, ça permet d'avoir des super perfs sur les futurs en même temps qu'une super ergonomie. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ça, c'est une petite fonction qui va gérer une requête HTTP avec le framework ou la bibliothèque Hyper. Je prends en entrée, on voit que j'ai l'ownership, une requête qui a un body HTTP. Un body, c'est un stream, il peut venir petit à petit parce que de nos jours, HTTP, ça peut être chunked, ça peut arriver sur plusieurs frames. Bon, ça ne monte pas tout en mémoire. Hein. Et puis, ça va renvoyer un result, soit une réponse qui contient un body, soit une erreur d'hyper. Okay. Et là, ce que je fais ici, enfin c'est l'exemple officiel, c'est pas vraiment moi, je prends la méthode dans cette requête, la méthode HTTP, et puis son chemin, je les fous dans une paire, et puis je match cette paire. Je dis, ah si c'était post et c'est sur /echo, bah, je fais ça. Je fais quoi? Bah, je renvoie une réponse où je prends le body de l'input et je le renvoie tel quel. Voilà, j'ai fait echo. Si je veux faire echo/reverse, renvoyer la donnée dans l'autre sens, bah c'est pareil, je peux prendre tout le body, sauf que le body c'est un stream. J'ai dit, on ne monte pas tout en mémoire forcément avec Hyper. Donc on va faire un try concat. Pourquoi? Parce que c'était un stream de result. Voilà. Parce que les éléments peuvent peut y avoir des erreurs au milieu du stream, donc il faut bien modéliser ça. Try concat, ça va renvoyer un futur d'un résultat, d'un vecteur des différents chunks ou de l'erreur qu'il y a eu. C'est un peu long à dire, mais ce que je fais await dessus. On voit que la syntaxe await, elle est postfix, ça va permettre de faire du chaînage. Ça va me renvoyer ce fameux result d'un vecteur, des chunks ou d'une erreur. Je mets le point d'interrogation. S'il y a une erreur, je la renvoie immédiatement. Donc maintenant, j'ai plus qu'un vecteur de chunk. Ce vecteur de chunk, je le retourne et je le renvoie. Si ce n'est pas une de ces deux méthodes qui ont été appelées, je mets mon catch-all là dans mon pattern matching, c'est underscore. Je fais une réponse par défaut. On a vu le trait défaut tout à l'heure qui crée une réponse par défaut. Bah, c'est une réponse 200 qui est vide. Et puis, je vais juste aller changer le statut de cette réponse. Alors, on n'a pas de getter ou de setter en Rust. On renvoie directement une référence mutable ou immutable et on va pouvoir changer son contenu. Donc là, je récupère une référence mutable sur le statut de cette réponse et je vais la déréférencer, je vais aller changer, je vais aller cette adresse et je vais dire ça, je vais mettre notre forme dedans, puis je renvoie notre forme. Donc là, j'ai fait. Il y a des frameworks au-dessus d'Hyper. Ça, c'est la version bare bones. Pourtant, c'est assez haut niveau à mon goût, mais il y a des trucs qui ressemblent à comment ça s'appelle Ruby on Rails. Il y a un framework qui s'appelle Rocket. C'est comme Spring, Ruby on Rails. C'est vraiment très similaire.
Donc là, j'ai fait ça dans ce framework Hyper, rapidos. Mais seulement, je n'ai pas utilisé n'importe quel framework. J'ai utilisé le premier framework dans les benchmarks TechEmpower, c'est-à-dire les benchmarks qui comparent tous les frameworks HTTP. C'est les benches principaux sur des vraies machines, c'est pas sur du cloud, en plain text. Donc Hyper, il fait plus que 7 millions de réponses par seconde, sans aucune erreur. La plupart des frameworks qui sont en haut, ils sont C++ ou Rust. C'est rouge, C++, violet, c'est Rust. Et puis, il y en a pas mal qui sont dans les alentours de 7 millions, là, jusqu'au 18 ou jusqu'à Rapidoid. Vous connaissez Rapidoid? C'est un framework Java pour faire du HTTP. Malheureusement, ce n'est pas du tout idiomatique, parce que ce qui leur intéresse, c'est la perf et pas du Java idiomatique, donc c'est que des méthodes statiques. Entre-temps, il y en a un autre qui est en Java. Le premier en Java, il s'appelle Wizardo, je crois. Ah non, il y en a un nouveau. Ouais, je ne connaissais pas FireNeo, mais bon. Wizardo, lui, il fait du GNI et il branche directement EPOL en ignorant complètement NIO en Java. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment du Java idiomatique. Donc, tous ces 20... Ouais, allez, les 17, 19 premiers, ils arrivent vers 7 millions. En fait, le mec qui fait ces benchmarks, il a expliqué, il sature l'IO disk. Donc en fait, là, on teste même plus les frameworks. On a saturé complètement, le bottleneck est atteint. Sauf que, à chaque fois qu'il tourne ces frameworks, Rust arrive plutôt bien positionné, et C++ aussi. On voit pourquoi, notamment pour Rust. C'est parce que quand l'environnement devient contraint, et qu'on peut gagner que sur... l'environnement est très restreint, il n'y a plus beaucoup de ressources, et on gagne sur d'autres choses, le nombre d'interrupts, la cache friendliness, etc. Et Rust est très bon là-dedans. Alors, j'ai montré quand même la numéro 37, là, c'est Nginx. Je ne sais pas combien d'entre vous font du fronting en Nginx en vous disant qu'Nginx, c'est un perf à mort. Nginx, c'est à 53% du framework que j'utilisais pour faire mon echo. Là, je saute des valeurs pour arriver directement à la valeur 68, c'est Jetty à 21%. Spring, c'est sur Jetty, vous faites 1 500 000 heures. C'est pas grave, on peut tous dire, on s'en fout, c'est assez rapide. Le problème, c'est que si tout le monde dit on s'en fout, c'est assez rapide et qu'on tourne tous sur des instances partagées, il faut quand même plus de serveurs et plus d'électricité. Bon, on va continuer un petit peu, allez, on va pas cracher trop, mais quand même, Finagle, tout le monde nous parle de Finagle, Twitter, là, ils sont même pas à 1 million, quoi. À HTTP, j'en parle pas, ils sont encore plus bas. 13% de la perf Scala type 2, 12%. Et je ne sais pas s'il y en a qui font du Kotlin, mais Ktor, il est à 11%, 800 000 requêtes. On passe de 800 000 à 7 millions. Pourtant, franchement, au niveau de l'API, il n'y a pas photo. Je dirais même que l'API de Hyper est plus haut niveau que ces frameworks. OK. Bon, j'arrête de cracher, on va parler un peu de la communauté, de l'écosystème et du futur de Rust. Donc, vraiment, Rust, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est vraiment créé pour la réutilisabilité. Dès le début, ils ont prévu le coup. Ils ont fait un project manager, un outil, un couteau suisse pour Rust qui s'appelle Cargo. Ça permet de gérer, c'est un peu le Maven, mais avec les équivalents Gems, Ruby Gems, enfin... Ils ont pris tout ce qui existait, ils ont pris les bonnes idées et ils ont fait un truc super simple à utiliser pour ajouter des dépendances. Il y a l'équivalent de Maven Central, on récupère les dépendances, on met une ligne et c'est fini. Alors ça quand même, il faut que je le montre parce que c'est vraiment tellement simple. Je fais un cargo.toml, je mets mes dépendances ici, je mets juste les versions. Et voilà, c'est tout. Ça va les télécharger automatiquement. C'est pas du XML. C'est comme ça que tous les projets devraient marcher. Mais la grande différence, c'est que si là, ici, j'avais, je sais pas moi, bon, c'est pas le cas, mais Chrono qui dépendait d'une autre version d'une de mes dépendances, Rust saurait s'en sortir. Il ne va pas me dire il y a deux versions en même temps qui tournent. Il va réussir à les compiler ensemble. Ça fait du static linking, Rust, comme en Go. Ce qui est de la réalisation, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la précision de la sémantique dans ce qu'on écrit. Et comme ça existe depuis le langage, ça vient du langage, toutes ces bibliothèques qu'on utilise, elles ont fait pareil. En Rust, c'est plus chiant de ne pas gérer les erreurs que de gérer les erreurs. C'est vraiment pas difficile de rajouter une variante dans un enum et de dire « Ah bon, là, j'ai ce type d'erreur qui est arrivé ». Donc ça permet vraiment d'avoir tout un écosystème qui est vraiment bien designé.
et il y a une communauté qui est super forte. Alors déjà, hyper talentueuse, hyper dynamique. Rust, c'est sorti en 1.0 en 2015. Alors moi, j'étais à fond dans Java en 2015. De toute façon, il n'y avait pas Tokyo et tout ce qui était ces trucs de réseau et non bloquant, et moi, j'avais besoin de ça. Donc, je faisais du Java à l'époque, et je me disais, Java, en ce moment, c'est super actif. Tout ce qui se passe sur OpenJDK, projet Valhalla, tous ces trucs, c'est hyper actif. Graal, c'est génial, ces projets. Et puis, j'arrive en Rust, et je fais, mais en 3 ans, ils ont fait ça. En 3 ans, ils ont fait 15 ans de Java. C'est pas possible. Et pour moi, c'était un peu la preuve de la productivité phénoménale de ce langage et des bons choix qu'ils ont faits. Ce que j'aime beaucoup en Rust aussi, c'est qu'il n'y a pas cette séparation forte qui existe en Java entre les développeurs de la JVM et du OpenJDK, d'ailleurs c'est les gars qui font du C++, et les devs Java. Y a un dev Java, il ne va jamais aller mettre un patch dans Hotspot parce que c'est trop galère. En Rust, tout le monde est bienvenu pour venir faire une contribution au compilateur, à la bibliothèque standard, et c'est même pas dur. Des fois, il manque une méthode courante dans, je sais pas, HMAP ou je sais pas quoi. Tu vas juste voir que, bah ouais, ils aimeraient bien que quelqu'un la fasse, tu l'implémentes, tu es mentoré, tu fais ta merge request sur GitHub, c'est fini. Il y a des crates, donc c'est les fameuses librairies que tout le monde adore. Je vais parler que de 3, juste pour des exemples. C'est CRD. Bah ça, c'est si, voilà. J'avais dit que j'allais plus cracher, mais bon, Jackson, voilà, c'est si Jackson était bien fait. Tokyo, c'est un peu le node de Rust. C'est le framework. En fait, dans Rust, il y a les futurs, il y a Sync-Await, mais il n'y a pas d'exécuteur. Il n'y a rien qui les fait tourner. Et le driver, vraiment, c'est Tokyo. Et puis, il y a des crates qui apportent des macros qui nous sauvent la vie, qui simplifient le tout. C'est un peu ce qui existe aujourd'hui dans Spring, où on a ces annotations qui, des fois, simplifient la vie. Alors, l'avantage des macros en Rust, c'est qu'elles sont faites à la compilation. Donc, il n'y a pas de surprise au runtime si notre notation a bien été attrapée ou quoi que ce soit. Bon, voilà, j'ai un exemple de CRD. J'ai juste ajouté ces deux macros-là, serialize et deserialize. Et ça y est, ces types, book et author, là, ils sont gérés pour JSON, XML, Bison, Toml, YAML, et j'en passe. Et on peut facilement ajouter un autre langage derrière ça. Comment ça marche? Serialize, il va faire un serialize sur string. Enfin, comme j'ai dit, les derive traits, en gros, ils appellent le même trait sur toutes les fields. Mais comme en Rust, CRD, c'est une autre crate, elle va pouvoir définir ses propres traits sur des traits qui sont définis dans STD, comme string, qui est un type défini ailleurs. On va pouvoir avoir des crates qui enrichissent quelque part la bibliothèque standard ou d'autres crates. C'est un peu la pattern extension, quoi. Je ne montre pas la démo parce que, bon, c'est évident. Ça, c'est pareil, c'est la gestion des arguments en ligne de commande. Alors, on ne fait pas souvent ça en Java parce que c'est chiant, je pense. Là, je fais juste op from args. J'ai défini struct op qui décrit, en gros, les arguments de ligne de commande que je veux. J'ai mis ce derive struct op. Et après, j'ai pu rajouter des attributs particuliers qui vont être lus par structop. Là, je dis le nom de mon programme, je l'appelle basique. Je prends une option debug qui a 2 modes. On peut mettre l'option en mode short ou longue. Et pareil pour la verbosité. Bon, ça peut aussi dire le nombre de fois que j'ai mis V pour des niveaux de verbosité. C'est des exemples. Et après, je compile ça. Je fais mon programme -help, j'ai ça. Et ça marche, c'est-à-dire quand je vais passer mes arguments, ça va juste monter en mémoire, voilà, ça va juste instancier ce type opt. Je vais juste pouvoir l'utiliser, faire if opt is .debug et puis verbose, etc. Ok. Des utilisateurs importants de Rust, il y a Mozilla. Rust a été créé pour Firefox. Ça fait tourner une grande partie de Firefox. Fuchsia, c'est le futur OS de Google. Ils sont pas mal en Rust. Amazon, sponsor officiel de Rust, et puis ils ont écrit leur runtime AWS en Rust, le nouveau. Parce qu'avant, ils n'arrivaient pas à faire... donc, ils veulent faire payer, hein, quand on fait du lambda, on doit payer à la consommation CPU. Et le problème, c'est quand on a des programmes très courts, et leur ancien système, il n'avait pas la granularité assez fine. En Rust, ils arrivent à faire payer à la microseconde, si je me souviens bien.
Et puis Cloudflare, ils sont en train de passer toute leur infrastructure en Rust. C'est des très gros utilisateurs de Rust. Bon, il y en a plein d'autres. Donc c'est quoi la suite pour Rust? Et après c'est la fin. Bah, WebAssembly, ça a l'air d'être une grosse suite pour Rust. Rust, c'est le langage numéro 1 pour faire du WebAssembly. Il y a une toolchain. Quand on fait du Rust, on peut installer une toolchain. Je peux compiler pour Windows, je peux compiler pour ma machine, pour ARM. Alors, il n'y a que Mac pour des raisons de licence où c'est pas si facile que ça. Et donc, je peux juste installer la toolchain WebAssembly et dire je compile pour WebAssembly. Et puis ça marche. Comme il n'y a pas de runtime en Rust, c'est super pour WebAssembly. Parce que les autres langages, par exemple, C# a un très bon support WebAssembly. Sauf que C#, c'est un langage avec un runtime, avec un GC. Et quand on compile du WebAssembly avec Razor, ce projet, on se retrouve à devoir bundler notre garbage collector. Et donc le plus petit fichier WebAssembly, il doit faire 1 méga, quoi. Alors c'est pas super pratique. En Rust, c'est quelques kilo-octets. Et grâce à ça, donc WebAssembly, il faut savoir que c'est pas juste pour le navigateur, c'est dans le navigateur, mais c'est aussi pour côté serveur, pour faire du sandboxing. Donc c'est pas mal utilisé dans le monde du serverless. Mais aussi, voilà, il y en a qui font des frameworks style React en Rust. Et il y a cette sorte de promesse qui arrive à suivre des apps universelles ou isomorphiques qu'on fait en JavaScript, mais cette fois en utilisant un vrai langage. Enfin, on se souvient du Write Once, Run Everywhere. C'était la promesse de Java. Avec WebAssembly, on va avoir quelque part la même promesse, avec un langage qui a appris juste des 20 autres années du monde de l'industrie, d'Internet, et puis qui a aussi appris des 30 ou 40 années de recherche académique derrière. Voilà, en 2021, il y a encore quelques petits éléments qui seraient bien ajoutés dans Rust. Bon, ça va arriver, la spécialisation des traits, et si, bon, j'ai implémenté mon trait pour toutes les options, mais si j'avais une option, tout à l'heure j'ai implémenté getName pour option de T, si T, implémenter getName. Mais si j'ai une option de un type particulier, je veux faire une implémentation vraiment spécifique, ben on pourrait le faire avec les spécialisations, parce que c'est foncièrement plus précis comme trait. Je ne vais pas parler du reste. En tout cas, il y a beaucoup de tooling qui est en train d'être fait. Il y a un mec d'IntelliJ, enfin de JetBrains, qui a fait le plugin JetBrains pour Rust, IntelliRust, qui écrit en ce moment un IDE pour Rust, en Rust. Donc, vraiment, la communauté est ouverte. Ça rappelle pas mal les années 2000 en Java, où tout le monde pouvait se faire un nom, rentrer dans la communauté, comme il y avait à l'époque la communauté Apache. Maintenant, c'est plutôt sur GitHub. Et c'est vraiment le moment de s'y mettre. Bon, moi, je fais partie des gens convaincus, mais bon, je ne suis pas le seul, que dans 5 ans, il y aura beaucoup de jobs Rust, que c'est vraiment le moment de s'y mettre, et le langage est très productif, très mature. Donc voilà, Rust, c'est un langage qui est à la fois plus bas niveau et plus haut niveau que Java. Ça a appris de plein de langages. Ce qu'on écrit en Rust, vraiment, quand ça compile, ça marche, c'est hyper robuste. C'est vraiment, je trouve, facile d'écrire des applications. Maintenant, j'ai plus de mal à écrire des applications en Java, et je ne parle pas des langages dynamiquement typés, que en Rust, parce que, évidemment, j'ai l'habitude, mais en fait, une fois qu'on s'est réhabitué à cette simplicité de l'ownership, c'est plus compliqué de réfléchir à ce que c'est, à ce modèle de partage implicite. Mais pour commencer, voilà, les bibliothèques, comme on veut pouvoir accueillir plus de cas d'utilisation, c'est plus compliqué de les écrire. C'est pas qu'il y a une séparation forte, c'est le même langage, mais quand on va vouloir faire du code générique, ça va être plus compliqué. Pour s'y mettre, il faut juste lire le bouquin Rust, qui est sur le site de Rust, sur rustlang.org, Getting Started. Et comme tous les langages, il faut juste pratiquer. Et une fois au bout de quelques jours, quelques semaines, ça devient vraiment très productif. Et ce qui est important à savoir, parce que c'est un langage assez riche, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître tout le langage pour écrire. On peut connaître juste 5 ou 10% du langage qu'on utilise, et au fur et à mesure, on découvre « Ah, mais ça, j'aurais dû le faire comme ça », et puis on change. Puis c'est facile de faire du refactoring, parce qu'on a des bons types. Donc voilà, il ne faut pas essayer de tout apprendre d'un coup. Bon, ben voilà, no comment. Et voilà, j'ai fini.